La question Himmler liquidée reste à dénicher Ribbentrop. On sait qu'au dernier jour de la guerre, il a séjourné à Flensburg, ou du moins dans la région. C'est le moment où Dönitz, en sa nouvelle qualité de président du Reich, cherche désespérément un homme sans passé politique qu'il pourrait charger des affaires étrangères. Un homme que les Alliés ne récuseraient pas d'avance comme interlocuteur. Ribbentrop en entend parler, se rend auprès de Dönitz et lui offre son aide. Ribbentrop. Comme je connais fort bien toutes les personnalités qualifiées pour ce poste, je suis bien placé pour vous trouver cet oiseau rare. Demain matin, je vous soumettrai mes suggestions. Le lendemain, il déclare : après avoir mûrement réfléchi, je suis arrivé à la conclusion que le meilleur ministre des Affaires étrangères, ce serait moi-même. Dönitz peut seulement hausser les épaules. Vexé, Ribbentrop se retire. On ne le verra plus à Flensburg. En revanche, on le verra beaucoup à Hambourg, où il loue une chambre au 5e étage d'un immeuble modeste, pour mener sous les yeux de l'administration militaire britannique une existence d'honnête bourgeois. Dans la ville, quelques 50 policiers et officiers de renseignement s'efforcent de retrouver sa piste, mais il ne se trouble pas pour si peu. Vêtu d'un impeccable costume croisé, coiffé d'un chapeau noir à la Eden, il se promène en toute tranquillité, se contentant en guise de camouflage d'une paire de lunettes de soleil. Il s'est rappelé ses débuts, comme représentant d'une marque de champagne allemand, et il essaie de trouver un emploi similaire afin de compléter sa nouvelle identité. Ce sera sa vantardise qui le perdra. Chez un ancien client, gros marchand de vin fin, il tient des propos aussi puérils qu'inquiétants. Ribbentrop. Il faut que vous m'aidiez. Le Führer, dans son testament, m'a confié une mission de la plus haute importance, mais je suis obligé de me cacher jusqu'à ce que le temps soit venu. Il y va de l'avenir de l'Allemagne. Le commerçant hésite. Son fils, lui, n'hésite pas un instant. Il prévient la police. Le lendemain matin, nous sommes le 14 juin 1945. 3 soldats anglais et un Belge frappent à la porte de son logement. N'obtenant pas de réponse, il s'apprête à défoncer le battant. Soudain, la porte s'entr'ouvre, permettant aux soldats éberlués d'apprécier les formes appétissantes d'une jeune femme qui achève d'enfiler une robe de chambre sur sa chemise de nuit transparente. Mais le moment est mal choisi pour admirer la séduction féminine. Le lieutenant Adam pénètre dans le petit vestibule. Adam. Perquisition. Les soldats fouillent l'appartement. Dans la chambre, le Belge a la curiosité de découvrir le lit encore tiède. Le soldat. Ça, par exemple, venez voir. Recroquevillé sous les draps, un homme si profondément endormi qu'il n'a même pas entendu les coups de pied dans la porte, à moins qu'il ne fasse semblant. Le lieutenant doit le secouer rudement pour le réveiller. Enfin, l'homme se tourne sur le dos, ouvre les yeux, fixe d'un regard ahuri les soldats qui entourent le lit. Ribbentrop. Que se passe-t-il? Que me voulez-vous? Le lieutenant. Allons, debout, gronde le lieutenant. Habillez-vous en vitesse. Vous êtes bien, Ribbentrop, hargneux. Pourquoi cette question? Puisque vous le savez. Vous êtes content, hein? Le lieutenant. Pas tant de discours. N'oubliez pas que vous êtes en état d'arrestation. Dépêchez-vous. Ribbentrop. Je voudrais me raser. Le lieutenant. Le coiffeur de la prison s'en chargera. Est-ce que vous allez vous habiller ou faudra-t-il qu'on vous emmène en pyjama? Ribbentrop ne proteste plus. Sans un mot, il met une chemise blanche, enfile son beau costume, range du linge et des articles de toilette dans un sac de voyage. Ribbentrop. Je suis à vous. Visiblement, il croit encore avoir droit aux égards dus à un diplomate. Il manifeste toujours la raideur arrogante qui, lors de sa présentation à la cour de Londres, lui avait inspiré sa plus belle gaffe, le retentissant Heil Hitler dont il avait salué George VI. Au GQG britannique, il se soumet de mauvaise grâce à la fouille, précaution généralisée depuis que les Alliés ont perdu plusieurs prisonniers de marque qui ont préféré l'issue commode du poison. En effet, Ribbentrop possède lui aussi une de ces fameuses ampoules de cyanure, dissimulées dans l'endroit le plus secret de son individu. Ce n'est pas tout. Parmi son linge, on découvre des liasses de billets de banque, quelques 5000 marques. Un viatique confortable qui devait sans doute lui permettre d'atteindre des jours meilleurs. Ribbentrop.
J'avais l'intention de disparaître, admettra-t-il lors de son premier interrogatoire, jusqu'à ce que l'opinion publique se fût calmée. L'enquêteur. Vous parlez de l'opinion publique en Allemagne? Ribbentrop. En Allemagne et à l'étranger. Je sais que je figure sur la liste des criminels de guerre, et j'imagine facilement ce que, dans l'atmosphère actuelle, sera le procès des dignitaires du Troisième Reich. Une parodie aboutissant à la condamnation à mort pour tout le monde. L'enquêteur. En somme, vous aviez l'intention de laisser passer l'orage pour réapparaître plus tard? Ribbentrop. C'est bien cela. L'incroyable confusion de ces idées ressort également d'un autre fait. Dans une poche de son veston, on trouve 3 lettres adressées au maréchal Montgomery, à Anthony Eden et à Vincent Churchill. Vincent au lieu de Winston. Et c'était ce dilettante, cet ignare, qui dirigeait la politique étrangère d'un grand peuple. À présent, tous les futurs alliés de Nuremberg se trouvent entre les mains des alliés, sauf 2. Baldur von Schirach, ancien Führer de la jeunesse, dernièrement Gauleiter de Vienne, et l'amiral Raeder, autrefois commandant en chef de la marine, renvoyé par Hitler en 1943. Chirac a bien failli s'en tirer. Le jour même de la prise de Vienne par les Russes, il se rendit dans le village tyrolien de Schwarz, et sous le nom de Falk, loua une chambre dans une ferme. Il se croyait en sécurité. Les Américains qui occupaient le Tyrol le considéraient comme mort. En effet, d'après une information digne de foi, les Viennois avaient pendu leur Gauleiter sur un pont du Danube. Si bien que Chirac, sous un faux nom, trouve même une place d'interprète dans un service américain. Durant ses heures de loisirs, il tape à la machine. Un gros manuscrit dont la première page porte « Le secret de Myrna Loy », roman policier. En réalité, c'est le récit des dernières journées de Vienne. Mais la brave fermière qui fait son ménage n'a pas la curiosité de tourner les feuilles. Soudain, coup de théâtre, le 5 juin 1945, le commandant américain reçoit une lettre. C'est de mon propre gré que je me rends aux autorités alliées. Ainsi, j'aurai la possibilité de répondre de mes actes devant un tribunal international. Baldur von Schirach. Le commandant américain se prend la tête dans les mains. Le commandant. C'est insensé, puisque Chirac est mort. Par acquis de conscience, il envoie cependant une jeep. À mi-chemin, les soldats rencontrent Chirac qui, très calme, décline son nom. On ne connaîtra que plus tard les raisons de sa décision. Raison honorable, où le remords joue un rôle essentiel. Chirac avait appris que tous les chefs de jeunesse hitlérienne allaient être arrêtés, que l'association elle-même serait mise en accusation, que les services alliés recherchaient jusqu'aux chefs de section, souvent des gamins de 16 ans. Alors, l'ancien Führer de la jeunesse avait eu un sursaut de dignité. Il allait renoncer à son anonymat, accepter ses responsabilités, tenter de protéger ses enfants, fût-ce au prix de sa propre vie. Action courageuse, car il ne pouvait guère avoir d'illusions. Lors du procès, l'accusation allait inévitablement faire la lumière sur certaines affaires dont il n'avait même pas parlé à sa propre femme. Le dernier épisode de la Grande Battue va se dérouler dans la banlieue de Berlin. Le 23 juin 1945, 6 officiers soviétiques se présentent à l'appartement du grand amiral Raeder. Celui-ci ne cache pas sa surprise. Il n'a pas vécu en homme traqué, les autorités connaissent son adresse, il n'a même pas cherché à quitter la zone russe. Pas un instant il n'aurait songé qu'on pût s'intéresser à lui. Les Russes l'internent d'abord avec sa femme dans une prison berlinoise. 15 jours plus tard, ils transfèrent le couple par avion à Moscou. Dans une île de la Moskva, à quelques 20 km de la capitale, les raiders habiteront pendant 3 mois une baraque sévèrement gardée. Durant une centaine de jours, et sans doute de nuits, l'amiral se demandera quel sort le Kremlin lui réserve. Il le saura au mois d'octobre, en se retrouvant dans le box des accusés à Nuremberg. Au premier rang de ce box va s'asseoir un homme dont l'étrange personnalité ne cessera d'intriguer le tribunal, les journalistes, le public du monde entier. À première vue, Rudolf Hess constitue une énigme insoluble. Tout d'abord, est-il vraiment amnésique? Il a certes déclaré avoir perdu la mémoire au point de ne retrouver aucun souvenir. Mais il lui est arrivé aussi d'affirmer qu'il a simplement simulé cette amnésie. La question ne sera jamais tranchée.
Le psychiatre américain Douglas M. Kelly a étudié Rudolf Hess pendant plusieurs mois et passé d'innombrables soirées avec lui, dans sa cellule. Ses observations lui ont permis de dégager les points suivants. Hess, en sa qualité de remplaçant du Führer, a certainement souffert de n'être toujours que le second, le numéro 2. Situation d'autant plus intolérable pour son ambition maladive qu'il la savait définitive. Ce fut sans aucun doute pour échapper à ce complexe d'infériorité qu'il se réfugia dans l'entreprise fantastique de son vol en Angleterre. Calcul de dément, mais en même temps parfaitement logique. S'il avait réussi à ramener la paix, il serait devenu pour le monde entier le numéro 1. Toujours d'après Kelly, son sentiment de frustration se serait traduit par toutes sortes de malaises physiques et nerveux. Il est exact que des années durant, Hess consultait sans cesse d'autres médecins, qu'il essayait constamment d'autres traitements, pour les abandonner au bout de 2 ou 3 semaines, déçu de ne constater aucune amélioration foudroyante. Finalement, ayant perdu toute confiance en la médecine officielle, il eut recours aux guérisseurs, radiesthésistes, astrologues et à des charlatans. Toujours sans succès, les maux d'estomac surtout, dont il se plaignait continuellement, résistaient à toutes les cures. À partir de 1938, son délabrement fit des progrès spectaculaires. Il maigrissait et son dynamisme faisait de plus en plus place à des états d'abattement. À en croire certains témoins, il restait parfois des heures assis à sa table de travail à fixer le vide. Le psychiatre pense avoir découvert la cause profonde de cette dépression. À cette époque, Hess a dû se rendre compte que Hitler, jusqu'alors son dieu, ne méritait aucunement son adoration. Au début de la guerre, Hess se trouve donc en pleine crise morale. Il tentera de la résoudre à sa manière. Un grand astrologue ne lui a-t-il pas prédit qu'il serait appelé par la Providence à rendre la paix à l'humanité ? C'est ainsi qu'il prend la décision de se rendre en Angleterre, seul, sans mandat, afin d'y entamer des négociations. Ces préparatifs ont ce côté systématique qui caractérise si fréquemment les entreprises des déséquilibrés. Bien entendu, il opère en cachette. Si jamais Hitler est informé de son projet, s'il le soupçonne seulement, tout est perdu. Dès l'été 1940, il charge sa secrétaire de se renseigner en secret sur la situation météorologique dans les îles britanniques et en mer du Nord. Vers la fin de l'automne, il se rend à Augsbourg, où se trouvent les usines d'avions Messerschmitt. Messerschmitt. Il vint me voir, raconte le célèbre constructeur, et exprima le désir d'essayer nos derniers modèles de chasseurs. Naturellement, je commençai par refuser, mais il insista, affirmant que sa position lui donnait le droit de se rendre compte de la qualité de notre production. Comme je le savais excellent pilote, et que je ne voyais guère la possibilité de résister aux ordres de l'adjoint remplaçant du Führer, je finis par l'autoriser à expérimenter des ME-101, qui étaient alors le dernier cri en matière de chasse. Il accomplit, toujours en partant de notre terrain d'Augsbourg, une vingtaine de vols. À chaque retour, il attira mon attention, et celle de mes ingénieurs, sur des défauts qu'il prétendait avoir découverts. Sans aucun doute, il espérait nous amener à créer un appareil capable de le conduire en Angleterre. Ainsi, il déclara un jour que les ME-101, aussi excellents qu'ils fût, avaient vraiment un rayon d'action trop limité. S. Je parie que si vous montiez des réservoirs supplémentaires dans les ailes, l'appareil perdrait sa maniabilité. Une autre fois, il fit une réflexion analogue au sujet d'une installation radio à grande portée. Piqué au vif, Messerschmitt fit équiper un chasseur de réservoirs supplémentaires et d'une installation radio puissante. S avait bien manœuvré. À présent, il disposait d'un appareil idéal pour s'envoler vers l'Angleterre. Il ne lui restait qu'à guetter le moment favorable. Le 9 mai 1941, une astrologue munichoise lui annonce que le lendemain sera une journée propice aux grandes entreprises. Et le 10, S décolle sans esprit de retour. Dans la soirée, quelques minutes après 22 heures, des observateurs britanniques signalent sur la côte du Northumberland un appareil ennemi d'un modèle qu'on n'a encore jamais vu dans une région aussi éloignée. Dans les centres de commandement de la RAF, la nouvelle est accueillie avec scepticisme. Manifestement, il s'agit d'une erreur. Le ME-101 n'a pas un rayon d'action suffisant pour atteindre le Northumberland et regagner ensuite une base du continent. Toutefois, on ordonne aux guetteurs de poursuivre l'observation et on alerte un escadrille de chasse. À 23h07,
on apprend que l'avion mystérieux s'est abattu en flammes près de la ville écossaise d'Eaglesham. Le pilote a sauté en parachute, tombé dans un champ, il a été capturé par les membres de la Home Guard. Le fermier McLean est le premier Anglais à faire la connaissance de Hess. Après avoir entendu un appareil tourner au-dessus de sa maison, il perçoit une sourde détonation. Aussitôt, il se précipite dehors. Dans le ciel nocturne plane un parachute. La coupole blanche descend lentement pour atterrir dans un champ voisin. McLean arrive à temps pour aider le pilote à se remettre debout. Hess s'est foulé une cheville. Toutefois, il est encore en état de marcher. C'est dans un anglais impeccable qu'il va s'adresser au fermier éberlué. Hess. Je cherche la résidence du duc Hamilton. Je suis porteur d'une nouvelle de la plus haute importance. Rassurez-vous, je suis seul et je n'ai pas d'armes. McLean le fait entrer dans la ferme et lui offre une tasse de thé. Hess. Non merci, je ne puis boire du thé à une heure aussi tardive. À propos, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Horn, Alfred Horn. Il est encore occupé à se masser la cheville quand une automobile ferraillante s'arrête dans la cour. Cette pièce de musée appartient à Robert Williamson, un policier auxiliaire qui, par hasard, a assisté de loin à la chute de l'avion. Prudent, il s'est fait accompagner par un ami, un certain Clark, qui appartient à la Home Guard. Clark brandit un pistolet aussi vénérable que la voiture, relique de la Première Guerre mondiale. Quant à Williamson, son équipement militaire se réduit à un casque où brille l'inscription « Police ». Ce sont ces deux vaillants guerriers qui procèdent à l'arrestation de Hess. Le prisonnier prend place dans la voiture. Après un bref trajet, on le fait descendre. La caserne de la Home Guard, où on va le conduire, n'est reliée à la route que par un chemin de terre dont les ornières et nids de poules auraient définitivement massacré la vieille guimbarde. Williamson ouvre la marche. Hess avance en boitant. Clark forme l'arrière-garde. Williamson. J'avais surtout peur du revolver de Clark. Avec ses engins, on ne sait jamais. Ils peuvent partir à tout instant. J'avais d'ailleurs l'impression que Hess partageait mon appréhension. À la caserne, la Home Guard dort du sommeil du juste. Williamson doit se démener pour mobiliser au moins quelques hommes qui arrivent, qui en chemise de nuit, qui en pyjama, ou encore en caleçon long. La scène relève de la farce de collège plutôt que de la vie militaire. Hess, que l'on veut enfermer dans un réduit du poste de garde, proteste avec indignation. Hess. En tant qu'officier allemand, Clark. On s'en fout. En avant, entrez là-dedans et plus vite que ça. Hess est bien obligé de s'incliner. Entre-temps, la nouvelle de la capture du capitaine Horn, de la Wehrmacht, est parvenue aux autorités dites supérieures. On a également transmis ses déclarations quant à sa mission importante et à son désir de rencontrer le duc de Hamilton. Très fair-play, les Anglais vont exaucer ce désir. Dès le lendemain, le duc arrive, curieux de savoir ce que lui veut cet individu tombé du ciel. Accompagné d'un émissaire du SR et de l'officier du jour, il pénètre dans la petite pièce et dévisage, intrigué, l'inconnu qui s'est levé avec une nonchalance marquée. Hamilton. Vous désirez me parler? Hess. Oui, mais sans témoin. À peine les deux officiers se sont-ils retirés que Hess se lance dans un véritable discours. Pour commencer, il rappelle au duc, qui ne s'en souvient absolument pas, qu'il a fait sa connaissance en 1936, à Berlin, lors des Jeux Olympiques, qu'il a même eu l'honneur de le recevoir dans sa maison. Puis il en vient au but de sa mission, un but hautement humanitaire. À l'entendre, sincèrement anxieux d'épargner l'Angleterre, voudrait mettre fin à la guerre. Hess. Or, des amis communs m'ont dit que vous, monsieur le duc, êtes l'une des rares personnalités britanniques qui soient capables de comprendre le point de vue de l'Allemagne. C'est pourquoi j'ai bravé bien des dangers pour prendre contact avec vous. À nous deux, nous pourrons réussir à arrêter cette guerre aussi meurtrière qu'inutile. Reste à savoir comment s'y prendre. Sur ce point, Hess avoue n'avoir que des idées fort vagues. Peut-être le duc pourrait-il réunir quelques membres du Parti conservateur afin d'élaborer avec eux un projet de traité de paix. Évidemment, il faudrait que l'Angleterre s'engage à renoncer à sa politique traditionnelle. Le duc hausse les épaules et prend congé. Qu'aurait-il pu répondre à ces élucubrations visiblement issues d'un cerveau malade?
Le soir du 11 mai, Winston Churchill dîne chez ses amis. Après le repas, dans une pièce aménagée en salle de cinéma, tout le monde assiste à la projection d'un film humoristique. Pour Churchill, c'est la détente parfaite, ce repos total de l'esprit que les événements lui accordent trop rarement. Il grogne quand un secrétaire lui apprend que le duc de Hamilton le demande avec insistance au téléphone. Cependant, son irritation s'efface vite. La nouvelle que lui annonce le duc est vraiment extraordinaire. Après quelques instants de réflexion, il donne ses instructions. Premièrement, S doit être considéré comme prisonnier de guerre relevant des autorités militaires, ce qui n'exclut nullement la possibilité de le mettre en accusation pour des crimes politiques. De toute manière, S est incontestablement un criminel de guerre, au même titre que la plupart des autres dirigeants nazis. Deuxièmement, il sera interné et strictement isolé dans une maison de proximité de Londres. On essaiera de le faire parler et de sonder sa mentalité. Troisièmement, il recevra une nourriture abondante, aura le droit de faire venir des livres et de se promener au jardin, bien entendu sous surveillance constante. En revanche, tout contact avec le monde extérieur, visiteurs, journaux, radio, reste interdit, sauf dérogation accordée par l'office. Il sera traité avec les égards dus à un général prisonnier. Quatrièmement, en attendant que la maison de campagne soit choisie et aménagée, S sera incarcéré à la Tour de Londres. Sur l'Ange de paix, ces dispositions feront naturellement l'effet d'une douche glacée. Dire qu'il se voyait déjà reçu à bras ouverts. À vrai dire, les Anglais sont perplexes. Ils se demandent comment un homme investi d'aussi haute fonction, le remplaçant du Führer, a pu se lancer dans une aventure pareille. Ignorait-il à ce point la situation politique, ou alors a-t-il perdu la tête, peut-être même la raison? Pour en avoir le cœur net, ils vont faire examiner S par les médecins. Quelques jours plus tard, Churchill reçoit un premier rapport signé par un éminent psychiatre. S prétend avoir été littéralement épouvanté, l'automne dernier, par les bombardements massifs de Londres. En songeant aux innocentes victimes que devaient faire ces attaques, il aurait été terrifié, surtout lorsqu'il contemplait sa propre femme, son propre fils. Ainsi, l'idée lui serait venue de s'envoler pour l'Angleterre afin de négocier une paix rapide. Idée d'autant plus tenace qu'il croyait trouver en Grande-Bretagne un puissant parti pacifiste. Parmi les personnalités de ce parti, on lui avait cité le duc de Hamilton. Celui-ci, espérait-il, accepterait de le mettre en rapport avec le roi. De cette manière, on parviendrait certainement à renverser le gouvernement anglais actuel qui céderait la place à un cabinet pacifiste. Il faut souligner que malgré cet échafaudage de théories et d'hypothèses, S paraît fort mal renseigné sur la vie politique en Angleterre. En ce qui concerne plus particulièrement nos hommes d'État, il ignore souvent jusqu'à leur nom. Bien entendu, la presse britannique s'empare aussitôt de cette affaire sensationnelle. La BBC la commente dans ses communiqués. Et du même coup, les autorités hitlériennes doivent renoncer à garder le secret, ce qui ne les enchante guère. Voici Goebbels obligé d'annoncer au peuple allemand que le remplaçant du Führer s'est parachuté chez l'ennemi. Grâce aux notes d'Henri Picker, l'un des sténographes secrétaires de Hitler, nous connaissons les faits que produisit la nouvelle dans l'entourage immédiat du dictateur. Hitler apprit l'aventure de Hess alors qu'il bavardait avec Göring et Ribbentrop, au coin du feu. Un peu plus tard, vers minuit, on lui apporte le texte des premières informations de la BBC. Après en avoir conféré avec Bormann, Göring et Ribbentrop, il dicta l'annonce diffusée, le lendemain matin, par l'agence de presse officielle et reproduite sans commentaire par toute la presse allemande. Les services du parti communiquent. Sachant le camarade S atteint d'un mal qu'aucun traitement n'a pu enrayer, le Führer lui avait strictement interdit de continuer à piloter. Or, S, au mépris de cette défense formelle, est parvenu à s'emparer d'un appareil. Le samedi 10 mai, vers 10 heures, S a décollé d'Augsbourg pour une destination inconnue. Jusqu'à présent, il n'est pas rentré. Dans une lettre écrite avant son départ, on relève des indices d'un égarement grave. Il est à craindre que le camarade S n'ait été victime de certaines hallucinations. Le Führer a ordonné l'arrestation immédiate de ses adjoints, qui, parfaitement au courant de ses vols d'entraînement et connaissant l'interdiction faite par le Führer, n'ont rien entrepris pour empêcher S de s'envoler. Il faut supposer que l'appareil de S s'est abattu quelque part en dehors du territoire allemand. 48 heures plus tard, la correspondance du Parti national-socialiste publie une information plus détaillée.
L'examen des papiers laissés par Rudolf Hess révèle que notre malheureux camarade a sans aucun doute agi sous l'emprise irrésistible d'une idée fixe. Il était persuadé de pouvoir amener, par une démarche personnelle auprès de certains Anglais de sa connaissance, une entente entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. En effet, nous apprenons de Londres qu'il a sauté en parachute au-dessus de l'Écosse, près de la localité où il comptait se rendre. Souffrant depuis des années d'une maladie grave et pénible, Hess avait eu de plus en plus recours à des magnétiseurs, astrologues et autres charlatans. Il faudra essayer de déterminer dans quelle mesure ces individus ont contribué à créer l'égarement qui l'a poussé à cette démarche. Toutefois, il est également possible que les Anglais l'aient délibérément attiré dans un piège. Si les autorités nazies étaient bien ennuyées, le constructeur d'avions Messerschmitt devait craindre le pire. Messerschmitt. J'appris la nouvelle vers 8 heures du soir, raconte Messerschmitt, alors que je dînais dans une brasserie d'Innsbruck. 2 heures plus tard, Göring m'appela au téléphone. Très ému, il me convoqua à Munich. J'y arrivai le lendemain matin pour le rencontrer à la gare centrale, dans son train spécial. Il pointa son bâton de maréchal sur mon ventre et se mit à hurler. Göring. C'est inimaginable! Alors si ça ne dépendait que de vous, n'importe qui pourrait prendre un appareil et s'envoler. Bien entendu, je protestai. Messerschmitt. Tout de même, Hess n'est pas n'importe qui. Göring. D'accord. Mais cela ne vous dispensait pas de vérifier d'abord. Messerschmitt. Voyons, monsieur le maréchal, si vous veniez demain à l'usine pour me demander un appareil, vous estimez que je devrais d'abord en référer au Führer? Göring, qui commençait à se calmer, se remit à crier. Göring. Ce n'est pas la même chose! Ce n'est pas la même chose, il me semble. Je suis le ministre de l'air, moi. Messerschmitt. Et est-ce le remplaçant officiel du Führer? Göring. Décidément, vous avez réponse à tout. Avouez cependant que vous avez manqué de flair. Vous auriez dû vous rendre compte que Hess n'avait pas toute sa raison. Messerschmitt. À vrai dire, monsieur le maréchal, l'idée ne m'est même pas venue. Comment aurais-je soupçonné une seconde que dans le Troisième Reich, un dément puisse occuper un poste aussi élevé? Mais si vous connaissiez sa folie, pourquoi ne l'avez-vous pas forcé à démissionner? Göring éclata de rire. Göring. C'est bon, Messerschmitt, vous avez gagné. Retournez tranquillement à Augsbourg et continuez de fabriquer vos beaux petits avions. En fin de compte, Messerschmitt ne sera pas inquiété. En revanche, les 2 aides de camp de Hess sont internés dans un camp de concentration. Hitler ne décolère pas. Dans son esprit, la folle équipée de Hess relève moins de la haute trahison que du crime de lèse-majesté. Et s'il admet à la rigueur l'explication du complexe d'infériorité, il place ce complexe sur un terrain très personnel. À le croire, Hess, depuis des années, en traitement pour impuissance, aurait conçu son projet criminel dans l'espoir d'affirmer sa virilité. Réaction brutale contre une intolérable sensation de frustration? Vulgaire crise de folie? Certitude maniaque d'être appelé à ramener la paix? La véritable question est ailleurs, et elle dépasse singulièrement la personne de Hess. Comment, dans un État basé sur le Führerprinzip, principe de la sélection des élites, un déséquilibré pouvait-il accéder aux plus hautes fonctions? Comment son excentricité, pour ne pas dire sa démence, avait-elle passé inaperçue, et cela durant de longues années? Peut-être parce que parmi les dirigeants du Troisième Reich, la folie, sous ses divers aspects, était très bien portée.